Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info si vous venez de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 17 janvier. Alors qu'il a passé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre début décembre, le prince Albert II est de nouveau au Vatican. Le souverain a été reçu par le pape Léon XIV. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux sur place. Acrobates, clowns, jongleurs, la 48e édition du Festival international du cirque s'est ouverte hier soir sous le chapiteau de Fontvieille. Nous vous avons sélectionné un condensé des meilleurs moments. C'est une journée historique pour les océans. Le traité international BBNJ entre en vigueur aujourd'hui. La principauté a largement contribué à son adoption. En quoi ce texte est une avancée majeure pour la planète? Le secrétaire des Relations extérieures, Tidiane Kouma, sera notre invité pour nous éclairer. La mer justement et son terrain de jeu. Nathan Mesiano s'apprête à participer à la Mini Transat 2027. Un défi exceptionnel pour ce jeune skipper amputé d'un bras. Grâce à des soutiens monégasques, il vient d'acquérir son nouveau bateau. Visite guidée dans un instant. Nous débutons donc ce journal à Rome, où une de nos équipes est sur place pour couvrir le déplacement du prince Albert II au Vatican. Ce matin, le souverain a pu rencontrer le pape Léon XIV, une visite extrêmement importante au cours de laquelle des questions d'intérêt commun ont été abordées, Christinda. Oui, nous nous trouvons actuellement au Vatican où le prince souverain a été reçu en audience privée par sa sainteté, le pape Léon XIV, dans le cadre de ce nouveau pontificat. Alors une rencontre qui marque la 5e visite du souverain en sa qualité de chef d'État au Vatican, puisque depuis son accession au trône, le prince Albert II a pu rencontrer par le passé à plusieurs reprises le pape Benoît XVI, puis le pape François. Comme vous le voyez sur ces images, l'arrivée du prince Albert II dans la cour d'honneur du palais apostolique ce samedi. Habituellement à caractère protocolaire ou symbolique, ces visites s'inscrivent dans la tradition des relations étroites entre la principauté de Monaco et le Saint-Siège. Mais cette fois, cette rencontre revêtait une dimension bien plus particulière puisque c'est à une réunion de travail que le prince souverain a été convié. Dans ce type d'entretien, il y a des questions d'intérêt général ou liées aux grands problèmes de ce monde et aux défis qui se posent, parce que le Saint-Père, comme il l'avait d'ailleurs dit dans son discours au corps diplomatique le 9 janvier dernier, est préoccupé, de même que l'était le pape François, par le fait que nous ne sommes pas dans une époque de changement, mais dans un changement d'époque, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et pose tant aux autorités civiles qu'aux autorités spirituelles, et pas seulement de la religion catholique d'ailleurs, la nécessité de penser le monde autrement et d'essayer d'apporter des solutions nouvelles. Après avoir été reçu en audience privée par le Saint-Père, le prince souverain a pu participer à une réunion avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, l'organe central chargé des affaires diplomatiques et de l'administration de l'Église. Une rencontre qui a été consacrée au renforcement des relations bilatérales entre Monaco et le Vatican, ainsi qu'à des sujets d'intérêt commun à portée diplomatique, institutionnelle ou humanitaire. Un déplacement qui confirme ainsi la stabilité et la continuité du dialogue historique entre la principauté de Monaco et le Saint-Siège. Pour la principauté, elle est très importante parce qu'elle s'inscrit dans la longue tradition des visites des princes de Monaco au Saint-Père. D'une part, elle permet de marquer la solidité des liens qui nous lient depuis maintenant plusieurs siècles, parce que les Grimaldi sont une dynastie guelfe qui s'est toujours distinguée par son soutien à la papauté, tant sur le plan politique d'ailleurs que sur le plan spirituel. Et pour le Saint-Siège, elle est une marque de considération à l'égard de la principauté, mais elle est aussi un signe de ce que chez nous, nous vivons un renouveau de l'Église catholique que nous sentons aussi poindre en France. Nous sommes dans une Église de plus en plus catéchuménale, comme on dit, pour employer le jargon catholique, où vous avez beaucoup de gens qui souhaitent poser leur spiritualité et qui ont besoin d'un lieu d'accueil. Et l'Église catholique de Monaco est un exemple
utile à cet égard. Une visite qui ouvre donc un nouveau chapitre dans les relations entre la principauté de Monaco et le Vatican sous le pontificat du pape Léon XIV. Alors lors de sa venue, le prince Albert II a renouvelé son invitation auprès du Saint-Père à se rendre en principauté. Une visite très attendue à Monaco puisque la principauté n'a jamais reçu de pape vivant. La dernière venue remonte à 1802 lors du passage de la dépouille du pape Pie VI. Donc le prince a renouvelé son invitation, une invitation qu'il avait déjà par le passé faite auprès du pape François, mais qui était restée sans suite. Monaco espère donc aujourd'hui que sa patience sera récompensée. Et avant de se rendre en Italie, le prince Albert II était hier soir aux côtés de sa sœur, la princesse Stéphanie, pour assister à la soirée d'ouverture du 48e Festival international du cirque de Monte-Carlo et de la 13e édition de New Generation sous le chapiteau de Fontvieille. Un rendez-vous incontournable qui fait rayonner l'art du cirque dans le monde entier. Résumé de cette première avec Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Cette année encore, le festival a réuni plus de 200 artistes venus des 4 coins du monde. Acrobates, dresseurs, clowns et musiciens composent une programmation exceptionnelle. Pour cette soirée d'ouverture, le public a découvert le spectacle numéro 1. Parmi les moments forts de la soirée, les numéros emblématiques du cirque ont une nouvelle fois conquis le public. Trapézistes audacieux, dresseurs passionnés et bien sûr les animaux, véritables stars de la piste. We are doing mainly horse acts. We are here with 2 different kind of horse acts, with a Liberty Act and with a Hungarian post. We will present the Hungarian post with 21 horses. That's the most horses in Hungarian post in the world. And also they will jump the barriers at the same time, so it will be exciting. All my life we are preparing. This is the main goal. This is the biggest event for circus artists on the whole planet. The Monte Carlo Circus Festival is the main goal. It's to be the best and to reach that point, to be here and to perform good and maybe to win a prize. Autre discipline très applaudie, le dressage de pigeons, un numéro qui demande énormément de préparation. Everything in a way difficult, you know. So because I have a lot of pigeons, 50 pigeons are involved in the act, and every pigeon is individual character. So everything is difficult, but maybe if you think with the possibility of mistake, I think it's the end of the act when 35 birds in the same time flies in the ring. That's maybe the most difficult. Mais les frissons sont aussi venus du ciel avec les trapézistes acclamés par le public. Et dans les gradins, petits et grands sont repartis des étoiles plein les yeux. Moi, celui que j'ai préféré, c'était au début par les Chinois ou les Japonais, je ne sais plus, ou avec des... Enfin, ils ont loupé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas abandonné, ils ont persévéré jusqu'au bout. Et comment avec la foule et tout, ils ont eu la pression, mais bon, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché pour nous impressionner, ils ont réussi et puis c'était incroyable. Pour l'instant, le show que j'ai préféré, c'est avec la dame qui a les couteaux. Un peu. Franchement, c'était impressionnant avec la musique. Il y avait tout était parfaitement lié. Vraiment, j'ai adoré. Moi, c'est le trapèze. Moi, j'ai bien aimé le trapèze et aussi les filles avec le bol sur la tête. Est-ce qu'il y a un show que vous attendez en particulier et la raison pour laquelle vous venez au cirque, justement? Moi, j'aime bien les animaux. Moi aussi, pareil. Et oui, toutes les raisons sont bonnes pour venir au cirque. Il sera installé jusqu'au 25 janvier.
Aujourd'hui, le 17 janvier 2026, est une date que l'on retiendra. Elle marque une étape historique pour la protection des océans avec l'entrée en vigueur du BBNJ adopté en 2023. Il a obtenu ses 60 ratifications nécessaires en septembre, ouvrant la voie à son entrée en vigueur. Pour en parler, le secrétaire des Relations extérieures, Tidiane Kouma. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci de nous accorder cette interview. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement ce qu'est le BBNJ? Parce qu'il y a plusieurs appellations et ce n'est pas évident de s'y retrouver. Oui, vous avez raison Sarah. Il y a un concept qui s'est installé dans les esprits, surtout dans notre esprit à nous autres francophones, qui est BBNJ. BBNJ, c'est l'acronyme en anglais de l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire en haute mer. Est-ce qu'on peut parler aussi de traité sur la haute mer? Non, moi je ne dirais pas le traité sur la haute mer. Le traité sur la haute mer, ça s'est installé encore une fois dans les esprits. Il s'agit d'un accord d'application d'un traité international qui existe déjà, qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et l'accord BBNJ ne concerne qu'un aspect, c'est-à-dire la diversité biologique marine. Donc, il y a d'autres accords internationaux qui interviennent dans le cadre de ce traité, qui sont l'accord, c'est la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui concerne les ressources minérales. Il y a aussi un accord sur les stocks de poissons chevauchants. Donc cet accord-là, l'accord qu'on appelle aujourd'hui accord BBNJ, il vient compléter cette série d'accords. Et qu'est-ce que son entrée en vigueur représente concrètement? L'accord BBNJ, ce n'est pas seulement un instrument juridique. Donc son entrée en vigueur signifie aussi une victoire du multilatéralisme. Donc il a démontré que quand les États se mettent ensemble au service de l'environnement, on peut trouver des mécanismes adéquats et concrets. Et son adoption a été un vrai succès diplomatique et un vrai succès pour le multilatéralisme. Et Monaco a été l'un des premiers pays signataires. Il faut dire que Monaco a été un acteur incontournable. C'est non seulement l'un des premiers États signataires, mais Monaco a été le seul État à avoir son chef d'État, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, participer à la séance d'adoption de l'accord le 19 juin 2023. Et quelles ont été les principales étapes clés jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu des points de blocage et pas mal de débats durant le processus que vous avez suivi. Absolument, ça a été un long processus. Et comme toute négociation internationale, il y a eu bien sûr des points d'achoppement, des points d'opposition. Et pour revenir un peu aux étapes, il faut savoir que Monaco a été l'un des acteurs, l'un des précurseurs dans le processus de négociation. Quelques années avant le début du processus, avant le début de la négociation à proprement parler, le prince souverain avait réuni à Monaco avec son gouvernement, le département des relations extérieures et de la coopération, et sa fondation, tous les États leaders dans le processus, pour définir une stratégie commune. Donc, à partir de ce moment-là, a été créé ce qu'on appelle le groupe de Monaco, qui a influencé la négociation durant les 10 années qui ont suivi le processus. Mais il faut dire que le processus a commencé bien plus longtemps, il a commencé il y a presque 20 ans. Pourquoi était-il important que ce traité entre en vigueur? Qu'est-ce que ça va changer réellement? Qu'est-ce qui va changer? Il va renforcer la gouvernance de la haute mer. Donc il viendra compléter les instruments juridiques. Il nous permettra, d'exploiter durablement les ressources de l'océan. Je vous donne des exemples concrets. Quand vous regardez cet accord, il y a 4 éléments qui le composent. Il y a la question des ressources génétiques marines, leur exploitation et leur répartition équitable. Il y a le processus de création des aires marines protégées. Il y a l'exigence de mener des études d'impact avant d'entreprendre tout travaux ou toute activité en haute mer. Et il y a aussi le renforcement des capacités et le transfert des technologies qui permettra à tous les États, y compris ceux en développement, d'appliquer de manière concrète et effective les instruments de protection de l'océan. Est-ce que les institutions et les acteurs concernés sont prêts selon vous?
En tout cas, Monaco, la principauté de Monaco est prête. Elle est prête bien avant beaucoup d'étapes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Monaco est en avance en matière de législation internationale. Donc c'est le seul État, il n'est pas exagéré de le dire, qui dispose aujourd'hui d'un code, d'un livre pour la mer, une loi pour la mer. Donc, et ce code, il a été adopté, il a été créé avant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, afin de pouvoir accompagner après les mécanismes qui vont arriver. Donc c'est pour cela que Monaco aurait même pu être le premier État au monde, pas seulement occidental ou méditerranéen, à avoir ratifié l'accord. Mais nous sommes quand même heureux et fiers d'être le premier État européen et méditerranéen à avoir accompli ce processus. Et aujourd'hui, plus de 80 États ont ratifié ce traité. Merci beaucoup, Tidiane Kouma, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. En sport, Monaco ouvrait le bal de la 18e journée de Ligue 1 hier soir face à Lorient. Les Rouges et Blancs se sont inclinés 3-1 au stade Louis II. Il s'agit de la 4e défaite de suite en championnat pour les hommes de Sébastien Pocognoli. La SMFC s'enfonce encore un peu plus dans la crise, pointée du doigt par ses propres supporters qui demandent le départ du directeur sportif Thiago Scuro. Écoutons la réaction du gardien de but Philippe Cohn. Yeah, understandable. I mean, it's kind of deserved also for the performances we had in the past. Like I said, today was not the best performance, but we had the first half under control. Yeah, but reaction is understandable. I would be the same if I would support. Yeah, but like I said, it's all about the team now, that we have to stick together, and that's the only solution we can have, to fight together and then to show the fans that we can do it. I can speak for me. It's that I'm not the guy who says, okay, it's finished. We want to fight also for the coach. We had already one coach who is out of his job. I think it's not a good sign for a player. So we have to stick together. We have to face the situation. We have to analyze. Like I said, we have on Tuesday a big opportunity to show a different face. Yeah, and then you go step by step. It makes no sense to say, okay, what can be at the end of the season. Et avec cette nouvelle défaite, Monaco reste à la 9e place du classement de Ligue 1. Nous vous avions raconté son histoire en fin d'année. Le jeune navigateur Nathan Mesiano s'est lancé un défi de taille, participer à la Mini Transat 2027 malgré son handicap. Grâce à l'aide de mécènes et au succès de la vente aux enchères organisée à son profit à Monaco, il a pu s'offrir son bateau. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi l'ont découvert avec lui. Eos, déesse de l'aurore, qui annonce chaque matin un jour nouveau, c'est ce nom que Nathan a choisi pour son bateau qui le guidera dans cette traversée de l'Atlantique. Un navire de 2018, plus récent et plus performant que celui sur lequel il s'était positionné initialement. C'est donc avec des objectifs sportifs plus élevés qu'il va aborder à présent cette préparation pour la Mini Transat 2027. Donc c'est un Mini 650 du modèle Pogo 3. Donc voilà, c'est un bateau qui est assez répandu, plusieurs personnes l'ont. Ce qui est bien, ça veut dire qu'il est solide, résistant et que voilà, il marche bien, ce qu'il faut du coup pour traverser l'Atlantique. Donc voilà, c'est un bateau qui fait 6,50 m par 3 mètres, 12 mètres de tirant d'air, donc 12 mètres de haut. Voilà, donc une petite cabine à l'intérieur, on pourra aller voir après si vous voulez. Donc voilà, c'est un bateau, un petit habitat pour pouvoir aller jusqu'au Brésil. Le projet, c'est de traverser l'Atlantique en 2027 pour une course qui s'appelle la Mini Transat. C'est une course du coup qui part maintenant à partir de l'année prochaine du coup de La Rochelle jusqu'aux Canaries, et ensuite on va des Canaries on part jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil. Un projet qui prend forme et se concrétise avec l'arrivée de ce bateau Eos, aussi bien pour Nathan que pour ses proches. Ça se concrétise, que c'est son rêve, qu'il y travaille depuis longtemps, bien avant qu'on ait lancé le projet. Voilà, il a depuis qu'il est tout petit l'idée de faire de la course au large et pourquoi pas un jour faire le Vendée Globe. Donc là, c'est vraiment son rêve qui touche du bout des doigts. Donc il est stressé aussi par l'arrivée du bateau, par l'inauguration aujourd'hui. C'est vrai que voilà, on est novice, on apprend aussi en même temps qu'on avance dans le projet. Mais Nathan, il est aux anges. Enfin, vous voyez bien, hein, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Première régate de qualification pour Nathan au mois de mars en Italie. Et si vous souhaitez soutenir son projet, vous pouvez contribuer à la cagnotte en ligne de son association Un bras de fer avec l'océan. Un bel exemple de résilience. Intitulé Mira, le 5e numéro de la revue du nouveau musée national de Monaco vient de sortir. De quoi traite-t-il cette année? Réponse avec Stéphane Vaquier, responsable des archives et des éditions du NMNM, et Thierry Consigny, l'un des co-auteurs de cette édition.
La revue Miras, c'est la revue annuelle du nouveau Musée national de Monaco, une revue bilingue en français et en anglais, qui nous permet de revenir en fin de compte sur l'activité du musée au cours de l'année écoulée, à travers notamment de belles vues d'exposition, des expositions de l'année passée, qui revient et qui présente les acquisitions des œuvres qui ont été réalisées et qui ont rejoint les collections du musée, qui présente les œuvres qui ont été prêtées par le musée pour d'autres expositions, des expositions d'autres institutions et qui propose un certain nombre d'articles qui présentent les missions, les activités, les chantiers menés par les équipes du musée, qui permettent de présenter finalement la diversité des métiers qui composent l'activité d'un musée comme le nôtre. Et puis chaque année, un thème bien défini. Un thème bien défini, un dossier thématique central autour duquel s'organise chaque numéro et qui nous permet d'inviter des contributeurs, des auteurs, des autrices de champs variés, d'horizons divers, également des entretiens avec des artistes pour justement proposer sur la base de ces thèmes de nouvelles perspectives, de nouvelles approches de questions artistiques, culturelles et des questions d'actualité. Et quel est le thème cette année ? Alors cette année, 5e numéro oblige, petit anniversaire, on voulait présenter un numéro généreux consacré aux fêtes d'artistes. On peut faire une fête, chacun fait des fêtes, etc. Et puis on peut essayer de lui donner une dimension artistique. Et même c'est quelque chose qu'ont voulu faire nos rois, par exemple, depuis toujours. Par exemple, Léonard de Vinci, c'est peu connu, mais a été engagé par François Ier, il a fait venir d'Italie, pour faire des fêtes. Parce que Vinci, non seulement était peintre, etc., mais il était un ingénieur qui savait faire des grandes machines, et ces grandes machines pouvaient se déployer dans des fêtes, etc. Ensuite, il y a eu les fêtes de Louis XIV, qui lui aussi a fait travailler des grands artistes. Et ici, à Monaco, à Monte-Carlo, en particulier le couple François et Marie Blanc avaient pensé qu'il fallait faire des fêtes, en mettre plein les yeux, etc. Et eux-mêmes, dans cette tradition, ils se sont dit, pour que ce soit des belles fêtes, il faut faire appel à des artistes. Donc c'est ce qui a été fait et la tradition a continué, en particulier avec le bal de la Rose, mais aussi avec des fêtes au casino, etc. Voilà, c'est de ça dont on parle. Des propos recueillis par Christinda Petit-Homel. Et sachez que vous pouvez vous procurer cette revue directement au musée. Musée toujours, mais cette fois aux États-Unis, à l'occasion de notre chronique US. La saison 2026 des expositions vient de commencer dans les musées de Manhattan avec déjà un événement marquant. Le premier tableau d'envergure du peintre italien, le Caravage, a été prêté au musée Morgan de New York par la Galerie Borghese de Rome. Reportage de Bastien Bory. Un visage anonyme se révèle et avec lui l'audace d'un peintre de 24 ans. Le sujet choisi n'incarne aucun rôle, ni allégorie, ni figure antique, une exception dans la peinture italienne du XVIe siècle. En 1595, le Caravage vient d'arriver à Rome depuis Milan. Influencé par Léonard de Vinci, d'un siècle son aîné, il projette ici les souvenirs de sa Lombardie natale. This is really more of an exercise in naturalism, this painted still life that's so well painted it has all the imperfections of life to it, and to find his own style, and the chiaroscuro in a sense comes at a later moment of his development. Les traits sont juvéniles mais déjà marqués par une gravité silencieuse. Le Caravage s'y serait presque immortalisé lui-même, pris entre grande pauvreté et un tempérament violent qui le poussera au meurtre autant qu'à la toile. Méduse, Judith et Holoferne, David et la tête de Goliath, les triomphes du clair-obscur qui suivront n'éclipsent pas ce premier succès. This painting is a key element of his career. It's arguably his first masterpiece, the first picture where Caravaggio really comes into his own and is very self-conscious about painting in a way that would be a benchmark of his career from this point forward. Ce prêt de 3 mois au musée Morgan de New York est un fait rare dans l'histoire de la Galerie Borghese, dont les œuvres ne quittent presque jamais Rome. Preuve que les échanges entre institutions américaines et européennes s'intensifient malgré un contexte politique instable. The cultural dialogue between the US and Europe is very strong. We lend works to Europe all of the time. I'll take 2 drawings to a Bernini exhibition in Rome next week. We're sending paintings and drawings to France, Italy, Spain, and Germany this spring as well. I think the museum community is one of the places where that dialogue continues as strong as it ever has been. Et ainsi, 431 ans plus tard, le Caravage continue son voyage à travers l'Atlantique et le temps.
Terminons par un triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, nous quittait Didier Guillaume. Une messe en mémoire de l'ancien ministre d'État a été célébrée en l'église Sainte-Dévote ce matin, en présence de représentants du gouvernement, dont le ministre d'État actuel, Christophe Mirman. Un moment d'émotion et de prière pour tous les Monégasques. Cette édition est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. On se quitte en photo sur la piste du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. La première représentation de la 48e édition avait lieu hier et Stéphane Dana n'a rien raté du spectacle. À suivre la météo de Théo Schumer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. Des conditions particulièrement mauvaises pour ce troisième week-end de janvier. C'est sous les nuages que vous passerez votre dimanche à Monaco. On pourrait avoir éventuellement quelques éclaircies le matin, mais l'après-midi, le ciel sera entièrement couvert avec un risque de pluie à prévoir. Mais l'information qui sera au centre de l'attention pour les prochains jours, c'est le vent. On attend en effet des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h demain. Alors soyez prudents. Du côté des températures, vous compterez 12 degrés en matinée et 13 degrés l'après-midi. Ce dimanche 18 janvier, nous aurons une pensée et un mot tendre pour les marguerites et les priscas dont ce sera la fête. Excellente soirée avec nous et à demain.